Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur votre plateau. Comme d'habitude, on va parler d'entrepreneuriat, mais on revient ce soir sur cette fameuse histoire de retraite. Comme vous le savez, l'article 7 a été voté par le Sénat, puisqu'on a vu déjà qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ça n'avait pas été voté. Mais on va vous expliquer un petit peu pourquoi les dispositifs qui avaient été mis en place et pourquoi c'est parti directement au Sénat qui, eux, sont en train de légiférer sur cette fameuse loi. Avec nous ce soir, nous sommes avec Joël Jean Simillon, Monsieur Mario Varro. Jean-Joël. Jean-Joël Bobon, on va vous laisser tout à l'heure. Vous allez nous expliquer, enfin vous allez vous représenter. Et nous sommes avec un jeune avocat, donc Julien Marbois. Donc bonsoir à vous messieurs. Je vous laisse vous présenter et me donner un premier avis sur cette fameuse réforme. Alors je rappelle qu'il y a une personne pour, une personne contre, enfin voilà. Et vous allez nous expliquer un petit peu. En plus vous êtes avocat, donc vous avez un régime à part. Parce que c'est pas les régimes spéciaux, voilà, c'est encore différent. Et vous allez nous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau du gouvernement. Alors, qui commence? Allez-y. Alors, moi, je suis Jean-Joël Simillon. Je suis membre de l'UNSA, l'UNSA Guadeloupe. Donc, on a notre pendant là-bas au national. Et c'est vrai que cette histoire de réforme, là, ça fait couler beaucoup d'encre et aussi beaucoup de salive. Donc on va voir tout à l'heure un petit peu ce que nous pensons de cela, effectivement. D'accord. Alors vous, on rappelle que c'est les syndicats enseignants. Non. C'est-à-dire, en fait, quand je dis non. C'est-à-dire, dans mon syndicat, il y a plusieurs organisations, plusieurs parties. Donc il y a des enseignants, il y a des ouvriers, il y a des dockers, il y a plein de monde, quoi. D'accord. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Mario Varro, président de la CFTC des territoriaux de la Guadeloupe. Je suis pour la réforme des retraites. Et justement, tout à l'heure, nous allons échanger, nous allons débattre le pourquoi et aussi pourquoi nous, au niveau de la CFTC des territoriaux, nous sommes pour l'allongement de l'âge légal de la retraite. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, donc Julien Marbois, je suis membre du bureau de l'Union des jeunes avocats, donc une organisation qui regroupe les jeunes avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et donc j'assisterai beaucoup sur le rapport qu'on a par rapport à notre régime autonome et qu'on souhaite évidemment protéger. Oui, parce que alors, à la base, le gouvernement avait dit qu'il ne voterait pas, enfin qu'il n'allait pas le bouger, mais visiblement ils sont en train de changer d'avis sur ça. Alors, écoutez, il y a eu aujourd'hui une nouvelle, le CNB, donc c'est une instance nationale, le Conseil national des barreaux, qui a déposé, qui a rédigé un abonnement et qui normalement aurait obtenu que notre régime autonome soit préservé. Mais bon, on reste quand même vigilant parce que c'est quand même une musique qui revient régulièrement d'année en année, donc on reste vigilant. Il peut quand même être menacé, mais a priori, normalement, il devrait être maintenu. D'accord, alors on rappelle que pour les avocats, historiquement, vous ne participez pas, enfin si, vous participez puisque vous abondez, vous payez, en plus de votre propre retraite, vous payez chacun, je crois que c'est 1 500 € en plus par avocat, enfin c'est super cher quand même pour des gens qui ne vont jamais bénéficier de la caisse nationale, donc vous abondez au régime général des retraites, donc vous payez pour nous tous ici, alors que vous ne bénéficiez pas de cette caisse, et vous c'est quelque chose d'historique, je crois au départ. Alors si vous pouvez nous rappeler l'histoire. Alors c'est effectivement, vous l'avez rappelé, là on a un régime qui est largement bénéficiaire, donc c'est une spécificité de notre régime. Et ce qu'il faut voir, c'est que, alors je vous explique comment il est organisé. En fait, notre régime de retraite, il est géré par une organisation qu'on appelle la Caisse nationale des barreaux français. Cette Caisse nationale des barreaux français, elle permet aux avocats retraités de percevoir une retraite et une retraite complémentaire. Alors, comment la pyramide des âges, si vous prenez la pyramide des âges des avocats, et c'est une particularité, elle est très favorable. Donc actuellement, on a 4 avocats actifs pour un retraité. Et cette pyramide des âges très favorable permet finalement de verser une pension minimale qui est quand même tout à fait acceptable aux avocats, qui est de l'ordre de 1 500 €, 1 450 € par mois, pension minimale. Et donc évidemment, c'est pour ça qu'on veut maintenir. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, notre système étant bénéficiaire, il peut même reverser au régime général. Donc c'est quand même pas... Voilà pourquoi on y est si attaché, c'est vraiment pas par hasard.
C'est parce qu'il fonctionne bien. D'accord. Ben, merci pour ces informations. Messieurs, alors du coup, puisque la dernière fois, lorsqu'on a fait l'émission sur les retraites, on était au début de cette fameuse légifération. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Forcément, on se doutait que ça allait être voté au niveau de l'article 7, puisque c'est celui qui fait débat. Quel est votre point de vue aujourd'hui? Bon, moi, par exemple, je pense que malgré toutes les forces qui sont en opposition à cette réforme, le gouvernement lui instruction au président, ils font la sourde oreille. En même temps, il a été élu, le président. Non, mais il est élu. En Guadeloupe, peut-être les gens il est élu, oui, mais en France, il est élu, oui, mais c'est-à-dire que lui, il sait comment il a été élu. Mais de toute manière, il fait comme si de toute manière, bon, comme c'est moi qui suis élu, donc c'est moi le chef. Qu'est-ce que vous répondez quand lui dit « N'oubliez pas que je suis arrivé premier largement au premier tour avec cette réforme qui était à l'époque à 65 ans ». Oui, mais c'est-à-dire que les gens, ils l'ont sous-estimé. Ils ont dit de toute manière, on pourra discuter avec lui, on pourra lui faire entendre raison, etc. Mais moi, je sentais venir ce truc-là, parce que après le premier quinquennat, on analyse quelqu'un, on voit un petit peu... révélateur en plus, surtout qu'il veut passer au septennat. Peut-être on aura un troisième mandat, on verra et sera suivre. Mais c'est vrai que pour revenir à cette histoire de retraite, on se rappelle, et d'ailleurs j'aimerais bien qu'on en parle parce que la dernière fois on n'a pas eu le temps, qu'il avait déjà fait voter la retraite à points. Visiblement aujourd'hui, tout le monde dit que finalement il aurait peut-être fallu garder cette histoire de retraite à points. Donc je voudrais bien qu'on en parle un petit peu tout à l'heure pour savoir vos avis. Mais par rapport au quoi qu'il en coûte, il y a besoin quand même de refaire rentrer de l'argent dans les finances, parce que pour le quoi qu'il en coûte, il y a beaucoup d'argent qui a été distribué pour payer le chômage partiel des gens, pour aider les chefs d'entreprise à ne pas fermer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans un premier temps, je l'ai dit, je vais le répéter encore une fois, c'est que nous avons, vous savez, cette histoire, c'est tellement complexe. Le problème, c'est qu'il y a moins d'actifs que de passifs. Donc, s'il y a moins de personnes qui travaillent, on ne peut pas payer toutes ces personnes. Donc, si on a plus de personnes qui cotisent, le problème ne se pose pas. Mais là, en définitive, lorsqu'on regarde bien, je prends un exemple bien concret, je regarde au niveau des collectivités territoriales. Vous avez des agents qui font des demandes pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une prolongation d'activité. Pourquoi ? Soit ils ont des trous dans leur carrière, c'est-à-dire qu'il y a des trimestres qui n'ont pas été cotisés. Ce qu'on appelle les carrières hachées, là. Voilà, les carrières hachées. Et vous avez un deuxième paramètre qui rentre en compte aussi. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un fonctionnaire territorial, lorsqu'il part à la retraite, c'est à partir de son traitement brut est calculée sa pension de retraite. Donc ça veut dire que si cette personne-là, je donne un exemple pour que les téléspectateurs puissent comprendre, si cette personne touche 1700 € brut par mois, vous faites 1700 € multiplié par 75% qui vous donne le montant, un montant de à peu près, il faut compter à peu près 1200 €. Mais dans les 1200 €, il faut retirer encore. Oui. Donc, ce qui fait que vous payez encore des retenues, vous avez des retenues, donc ce qui fait que vous avez à peu près 900 €. D'accord? Mais après, il y a une histoire des cotes, tout qui rentre en compte. Mais même si à supposer que ça puisse rentrer, lorsque vous regardez, peut-être que vous aurez peut-être 100 € ou 200 € en plus, mais ça va vous faire une retraite de 1100 €. D'accord? La troisième partie maintenant, c'est qu'aujourd'hui, comment voulez-vous que les personnes puissent vivre avec 1100 €? Vous avez des charges au quotidien, vous avez des enfants, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Guadeloupéens, ils ont des enfants qui font des études, donc il faut payer tout cela. Donc qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? Ils sont prêts à prolonger
à demander une prolongation pour permettre justement qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et aussi à ceux de leurs enfants qui font qu'ils partent très tard. Donc, ce qui fait que lorsque on regarde bien, parce que lorsque vous avez dans la fonction publique, vous avez le traitement brut, vous avez la majoration des 40%, d'accord ? Vous avez les 40%, vous avez la majoration des 40% sur la NBI, d'accord ? Vous avez le régime indemnitaire. Mais tout ça, ce n'est pas calculé dans la retraite. La seule prime qui est prise en compte, c'est la nouvelle bonification indiciaire. Mais si vous avez 10 points de bonification indiciaire, ça représente des plus net. Donc, ce qui fait que lorsque vous regardez, si les 40% étaient intégrés dans le traitement brut, à ce moment-là, on aurait pu dire, bon, ben, ok, les gens vont pouvoir partir avec une retraite décente. Mais là, en définitive, lorsque vous regardez, vous repartez avec une retraite. J'ai connu des agents au sein de la collectivité de la ville de Pointe-à-Pitre qui sont partis avec 400 € de retraite. Oui. Et on voit ça, les agriculteurs, c'est très pénible et c'est invivable. C'est tout simplement par le fait que mon voisin disait qu'on multiplie par 75, mais ça dépend. Parce que si effectivement il y a des trimestres en moins, le taux sera calculé et ce ne sera pas 75%. Oui. Donc c'est ça qui fait que souvent la pension même, elle est petite. Bon, le principe de travailler plus pour gagner plus, c'était un peu ce que disait déjà depuis Sarkozy. Mais ça, les gens, ils sont restés dessus, même s'ils ne lui donnent pas le même nom, mais ils sont restés dessus. Et c'est pour ça qu'ils disent, bon, travailler plus, déjà, allonger le temps. Passer de 62 à 64, c'est travailler plus, déjà. Et aussi, ils permettent aux gens d'aller jusqu'à 67, d'accord ? Oui, parce qu'eux, ils comptent les annuités. Non, parce que, oui, ils comptent les annuités, mais il y a des gens qui ont déjà les annuités aussi, parfois. Mais comme il disait, ça dépend des situations financières de la famille. Parfois, c'est quelqu'un son épouse ne travaille pas, il y a des enfants qui sont en études et qui n'ont pas encore fini, etc. Donc, lui, il n'a pas le choix, d'accord ? Mais quelqu'un qui a ses annuités, qui est en capacité de partir tranquille, on l'oblige à partir à 64 ans. Ça lui fait travailler 2 ans en plus. On dit que faire travailler les seniors plus longtemps, ça va donner plus de sous dans les caisses. Et pour ça, il faut les embaucher déjà. Mais pour ça, il faut les embaucher. Ils vont peut-être être ils essaient de dire, il y a une histoire d'index en faveur des seniors. Mais c'est encore qui est-ce qui pourra vérifier que le patron fera. On a déjà vu l'État donner de l'argent au patron pour soi-disant embaucher. Ils ne font rien. Ils mettent dans leur poche et ils font rien. Oui. Donc, est-ce que c'est là ça va fonctionner? Est-ce qu'on pourra faire pression sur eux pour pouvoir faire marcher ce système-là? Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, je ne sais pas si vous avez suivi la loi, enfin l'amendement qui a été voté pour les seniors, donc pour forcer les entreprises. Bon. Du coup, cette semaine, donc, je crois il y a 2 jours, donc le gouvernement, pour essayer de répondre à cette histoire de maintenir les personnes âgées au travail, ont voté un espèce de CDI senior. Ouais. En vérité, c'est un CDD, puisqu'on est censé. Mais je crois que c'est à partir de 60 ans. Donc déjà, est-ce que c'est pertinent? Puisqu'on sait qu'à partir de 55 ans, les entreprises commencent déjà à licencier en estimant que les gens sont des seniors, puisqu'ils doivent les payer plus cher. Donc ils préfèrent prendre des jeunes qu'ils vont garder au SMIC. Donc ils ont signé donc une fameuse loi pour CDD à partir de 60 à 64 ans. Est-ce que vous pensez que ça va être percutant et que ça va forcer les gens à garder les personnes plus âgées en emploi? Bon, en gros, toi tu dis c'est un CDD. Bon, on donnera le nom. Mais eux, ils disent c'est un CDI senior. Bon. Un CDI senior. Bon, c'est une manière de quelque part aussi favoriser le patron. Parce qu'ils disent bien pour que les cotisations soient plus légères, etc. Donc, à ce moment-là, on peut aussi renégocier avec lui. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas perdant? C'est-à-dire, les entreprises qui ont déjà leurs seniors, du coup, ils ne vont plus payer les cotisations. Donc, c'est pas un peu une balle dans le pied, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut les amener à les garder, mais en faisant un contrat en disant, bon, au lieu d'aller dehors, qu'est-ce que tu fais? On te fait un CDI, senior, et on paye moins de ci pour toi, moins de charges par la machine, et des fois aussi moins de salaire.
Ou justement, donc en parlant de moins de salaire, je voudrais qu'on parle de la femme. Vous avez vu, pendant les journées de la femme, justement, les femmes ont manifesté, puisque déjà, il n'y avait pas des histoires de 1 200 €. Mais visiblement, dans la réforme, les femmes étaient pénalisées par le fait d'avoir eu les enfants. Du coup, elles devaient travailler plus longtemps que les hommes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce système, le système actuel, et comme ça, après, on va comparer à ce qui a été changé, s'il vous plaît. Tu y vas, mais... Alors, je pense que le gouvernement s'est basé sur tout simplement par rapport aux autres pays de l'Europe. Par exemple, au niveau de l'Allemagne, l'âge minimum, c'est 63 ans, 63,7 ans, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Pareil, en Suisse, je crois que c'est 63 ans, et ce qui fait qu'au niveau aussi de l'âge légal pour pouvoir partir, par exemple en Allemagne, c'est 67 ans pour les hommes. 67 ans pour les femmes. Donc, j'essaye de comprendre le cheminement, et c'est pour cela que, comme l'Europe, enfin, lorsqu'on parle de l'Europe, il y a la Finlande, il y a tous les pays qui font partie de l'Europe. Donc, comme eux, ils se sont calqués sur ça, donc je pense que c'est pour cela que la France s'est calquée sur ça. Après, vous avez effectivement ce qu'on appelle, et ça, je redis encore une fois, c'est que c'est les organisations syndicales qui devraient justement faire des propositions sur la pénibilité, sur l'âge pour pouvoir... Mais ça, on va en parler après, parce que les régimes spéciaux, justement, ça a été supprimé. Mais par rapport aux femmes, puisqu'on sait que les femmes, elles ont une décote, puisqu'elles se sont arrêtées de travailler quand elles avaient des enfants. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment ça fonctionnait en temps normal, sans la réforme? C'est-à-dire que quand une femme, elle part à la retraite, si elle a eu 2 enfants ou 3 enfants, c'est pris en compte en fonction du nombre de trimestres qu'elle est restée chez elle pour élever ses enfants. C'est-à-dire que de toute manière, le principe du départ à la retraite et du nombre de trimestres, ça dépend de l'année de naissance de tout un chacun. Donc chaque personne, par rapport à sa tranche d'âge, a un nombre de trimestres à donner. D'accord? Bon, maintenant, un homme, lui, il n'a pas l'opportunité d'avoir des enfants. Oui, normalement, on dit qu'il n'a pas de... Donc, il n'est pas censé avoir de carrière hachée dans le... À part certains qui, actuellement, nous avons des hommes modernes qui se disent, bon, mais chérie, tu vas travailler et moi, je vais garder les enfants. Donc, on voit de plus en plus, on rencontre ça. Surtout donc, à Norvège, Finlande et tout. Maintenant, dans le système normal, selon le métier que la personne exerce, la personne peut se dire, bon, ça me coûte plus cher d'aller travailler que de garder les enfants à la maison. Donc la personne arrête de travailler et la personne aussi peut prendre un congé parental. Donc ça dépend de plein de choses. Bon, mais justement, mais ça, c'était pris en compte pour le calcul de la retraite. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui font partie du système et qui permettent d'avoir quand même des trimestres. D'accord? Bon, mais si on arrête de travailler carrément, on dit, bon, je mets un stand-by un moment, j'élève mes enfants, quand ils auront 6 ans, ils iront à l'école, je vais repartir au travail. Mais cette période, par exemple, supposons que la personne mette un enfant au monde là, et 6 ans après, mais ça fait toujours 6 ans. Et qu'à fois 6, 24, ça fait 24 trimestres à moins. D'accord? Donc au moment de partir à 62 ans, comme tout le monde, par exemple, aujourd'hui, on lui dit, oui, mais tu as tant de trimestres en moins parce que tu n'as pas travaillé pendant tant de périodes, etc. Et à ce moment-là, mais forcément, il y a une décote quelque part. Parce qu'au moment où il faut donner, par exemple, 166 trimestres, par exemple, mais elle n'en a que 140, etc. Donc, alors, si elle arrête d'allumer tout de suite, il va falloir décompter 1,25% pendant tant d'années. Oui, pendant 6 ans. Pendant les 6 ans, d'accord. Non, pas 6 ans. On va oui, parce que c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dépasser un nombre de au moins 20 trimestres, un truc comme ça, 20 trimestres. Ça fait 5 ans. Pourquoi je vous pose la question? Parce que justement, le Sénat, pour
par rapport, pour essayer d'apaiser un petit peu la contestation sociale, elle a voté hier une surcote pour les mères de famille. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut... c'est pour... Alors, je lis. Pour compenser les carrières hachées liées à la maternité, le Sénat a adopté un amendement permettant d'avoir jusqu'à 5% de surcote pour la retraite. Donc, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, en a fait une ligne rouge. Donc, lui, il voulait vraiment que ce soit pris en compte. Après, c'est politique aussi, hein, pour qu'on puisse dire que c'est les LR qui ont... favoriser les femmes. Voilà, favoriser les femmes. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est intéressant par rapport au système, la manière dont le système était fait avant? Par rapport à avant, ça dépend. Ça dépend parce que c'est s'il donne un pourcentage à chaque femme qui a eu au moins un enfant. D'accord? Parce qu'actuellement, quelqu'un qui a un enfant, une femme qui a un enfant n'a rien. 2 enfants n'a rien. C'est à partir de 3? À partir de 3, on lui donne 10%. Ah ouais. À partir de 3, on lui donne 10%. Ils auraient pu faire au moins un enfant, 3%. Surtout que justement, le système de retraite est déficitaire à cause du baby-boom. Hein. Donc avant, il y avait beaucoup de personnes et là, il y a moins d'enfants. Donc le but, c'est ça pourrait favoriser, voilà. Vous avez un avis? Vous voulez rajouter quelque chose? C'est pour vous dire, vous voyez un petit peu, on est en train d'échanger là, mais la complexité de la chose, c'est pour vous dire que c'est tellement complexe que si... je regarde au niveau lorsque le texte est passé au niveau de l'Assemblée nationale, au lieu justement de trouver des voies et des moyens, des solutions pour permettre justement qu'il y ait un ajustement, ben, qu'est-ce qu'on a assisté à des scènes pas possibles, des invectives et autres. Donc c'est pour vous dire que les députés même ne sont pas dans leur rôle, parce que lorsque vous regardez, c'est vrai qu'on a un problème, on a un souci véritablement, mais lorsque vous voyez que ces gens-là se tirent dans les pattes ou ne défendent pas l'intérêt général, ça c'est pas leur problème. Et là on le voit en plus au niveau du Sénat. Le Sénat, ils ont été très habiles. Je te donne ça, tu me donnes ça en retour. On a bien vu que au niveau des régimes spéciaux concernant le Sénat, ça n'a pas bougé. C'est resté tel quel pour eux. Donc c'est pour bien dire que voilà, je lâche du lest et en contrepartie j'ai quelque chose. Alors bon, c'est pas la peine de m'appeler pour les députés, les élus, pour me demander de droit de réponse. C'est pas une émission politique. Il n'y a pas de droit de réponse. Je voulais juste dire un tout petit truc avant de lui laisser la parole. Juste un tout petit truc. Moi, ce que je trouve qui n'est pas tout à fait bien, c'est que il dit qu'il va donner un avantage aux femmes mais qui ont eu des enfants. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des circonstances qui ont fait qu'elles méritent quelque chose, pas de problème. Bah oui, il faut quand même... Mais il y a eu des femmes aussi qui triment et qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants. C'est pas qu'elles n'ont pas voulu pour faire leur vie de star, etc. Non, elles n'ont pas eu la chance d'en avoir. D'accord ? Donc, et comme avant-hier, c'était la journée de la femme, hommage à la femme, etc. Donc pour vous, ça crée une inégalité? Pour moi, c'est une inégalité. C'est vrai, on peut le prendre dans ce sens aussi. Yes. Ouais. Allez-y. Moi, j'avais un petit commentaire simplement sur la surcote. Alors, ce qui est ressorti des débats, c'est que cette surcote, elle concernerait à peu près 30% des femmes sur une génération. Donc, ils estiment 130 000 à peu près. Voilà, c'est loin d'être la majorité, première chose. Et pour en revenir aussi à la question des avocates, justement, parce que vous avez parlé de la majoration de 10%, pendant très longtemps, les avocates qui avaient 3 enfants et plus ne bénéficiaient pas de cette majoration. Et donc là, quand même, par amendement, est prévu l'extension de cette majoration pour les avocates qui ont 3 enfants et plus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Mais il y en a. Mais oui. Alors, deuxième point que je voudrais qu'on aborde, c'est la fin des régimes spéciaux. Alors là, j'imagine que beaucoup de gens ont dû bondir chez eux quand ils ont vu que ça avait été voté. Fallait s'en douter, hein, ça fait longtemps qu'on en parlait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les régimes spéciaux ? Alors, les régimes spéciaux, c'est un régime où on a des privilèges. Vous savez, il y a des nantis qui touchent des retraites pas possibles. Oui, tout à l'heure, vous parliez de pénibilité. Voilà, que d'autres n'ont pas. Et
Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse justement uniformiser tout cela. C'est vrai qu'il y a des injustices, il faut le reconnaître. Il faudrait qu'il y ait un système de retraite qui soit équitable. Mais là, lorsque vous regardez que certaines personnes ont des régimes spéciaux, ça pose un problème. Et c'est toute la difficulté. C'est vrai que par exemple, si on avait pris l'exemple de la SNCF, puisqu'eux, ils sont régulièrement en grève sur le territoire hexagonal à cause de tous leurs avantages qu'ils ne veulent pas modifier. C'est vrai que si on prend quelqu'un de la SNCF, je crois qu'ils partent en moyenne entre 52 et 59 ans, c'est en fonction du poste qu'ils occupent. Et si on prend un agriculteur, déjà, l'agriculteur touche 300 €. Il n'y a pas longtemps qu'on a essayé de réformer un petit peu leur retraite. Et puis, les agriculteurs travaillent 3 fois plus que les cheminots. Donc, qui ne sont pas... Et ça, c'est vrai que c'est une injustice. D'autant plus que la dernière fois, lorsque je vous avais expliqué, en termes de pénibilité, il faut bien comprendre que... L'agriculteur, bien évidemment, ça n'a rien à voir. L'agriculteur, il fait un travail qui est beaucoup plus pénible et de voir qu'il a une petite pension pour pouvoir partir. Mais lorsque vous regardez les agents de la SNCF, vous savez que les conditions de travail ont beaucoup été améliorées. Oui, ils mettent plus le charbon comme avant. Oui. Voilà, il n'y a plus de pénibilité. C'est l'argument du gouvernement, justement. Il n'y a plus de pénibilité. Donc, ce qui fait que, c'est pour cela que je disais qu'il est anormal qu'un agriculteur puisse toucher entre 300 et 500 € de pension de retraite et que pendant cela, vous avez un retraité de la SNCF qui est au moins à 2000 € par mois. Donc, c'est inéquitable. Lorsqu'on prend... Alors, je vais aller jusqu'au... Ouais. Allez-y. Non, mais c'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait d'accord. Par le fait que moi, ce que j'estime, c'est que on ne doit pas faire une égalité par le bas. Oui, on doit faire l'égalité. Il faut que Est-ce qu'on a l'argent pour payer tout le monde, qu'on rehausse tout le monde? Non, mais tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent sur le dos des travailleurs. Oui. Parce que si on a un travailleur qui donne sa sueur, son temps, sa force physique, ça crée de la richesse. Mais au moins, quand on est dans cette situation-là, par exemple, où il manque un peu d'argent pour que les choses puissent aller, mais les gars qui font plein de choses là avec plein d'argent, vous n'avez qu'à regarder quand la cathédrale a brûlé. Quand la cathédrale a brûlé, en un petit moment, en 24 heures, tout le monde avait donné 3 il y avait pratiquement 1 milliard. Le président était obligé de dire aux gars, arrêtez, ils ont mis les moins, D'accord. Et les gens d'eux-mêmes, ils ont versé de l'argent pour refaire la cathédrale. Donc, je pense qu'il y a de l'argent dans le système. Le travail doit permettre au travail de continuer à fonctionner et de permettre à ceux qui mettent leur énergie. Parce qu'il y a l'énergie propre, etc., mais il y a l'énergie humaine. C'est ce que les gens appellent la productivité, quoi. Ouais, on produit beaucoup plus maintenant qu'avant. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la population a un devoir aussi, je le rappelle, son devoir, c'est qu'il est anormal que l'État puisse donner des subventions à des entreprises et que ces entreprises-là ne puissent pas... Voilà, il n'y a pas de retour. Mais que fait la population? La population ne réagit pas, la population ne dit rien. Donc, la population subit parce que je rappelle que ce sont nos impôts qui payent cela. Oui, mais s'ils demandaient des comptes à l'État et que l'État, justement... On l'a vu pour les banques, il a fallu plusieurs fois. Lorsqu'on met une pression sur l'État demande des comptes, justement, à cette société qui a bénéficié de subventions. Et qui ferme quand même, qui supprime quand même des emplois. Voilà, qui supprime des emplois. Donc, et qui ferme aussi. Qui creuse le déficit, puisque pas de cotisation qui rentre. On revient juste après la pub. Retour sur le plateau. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en train de parler de la retraite. Qu'est-ce qui change après le vote? Tout à l'heure, on a parlé des femmes. Donc, il a été voté une surcote pour les mères de famille. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Je vous invite à revoir le replay de la première partie. Si vous voulez, de toute façon, vous verrez les replays aussi de l'émission sur Canal. Et on était en train de parler des régimes spéciaux. Et juste avant la pub, vous étiez en train de nous dire qu'il faut aussi que le citoyen, lorsque l'État donne de l'argent à une entreprise et que cette entreprise fait du bénéfice, il faut qu'il y ait un retour. Donc que le citoyen demande à l'État, ok, vous avez aidé, là on voit qu'il y a plein d'entreprises qui ont été aidées et qui n'ont quand même pas créé d'emploi.
on rappelle pas d'emploi et pas de cotisation, hein, et qui ont quand même fermé. En plus, elles vont délocaliser. Et après, on vient nous parler d'écologie et de tout ce qu'on veut. Donc, vous alliez nous dire quelque chose sur ce point? Non, c'est-à-dire qu'on disait qu'il faut que le peuple puisse se mettre debout aussi quand ceux qui ont reçu de l'argent de l'État en aide au travail et qui ne fassent rien, à ce moment-là que le peuple se soulève. Mais on n'a qu'à regarder l'exemple de la retraite, là, du mécontentement du peuple. Le peuple dit qu'il n'est pas d'accord. Oui. Et le président, qu'est-ce qu'il fait? Mais justement, il dit, je vous ai entendu, il n'y a pas de problème, c'est où qu'il est. Oui, il a fait un grand courrier, il a dit circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que justement, c'est pas aux politiques de dire, mais attendez, on vous a donné de l'argent. Quelle politique? Ah ben, c'est aux citoyens. Quand on regarde le fonctionnement du Sénat d'aujourd'hui, où ils se mettent, ils se sont organisés de toute manière pour avoir la majorité, et ils disent, bon, tu proposes ça, ok, on t'a entendu, avis défavorable. Lui, Mario, propose un truc, on dit, on t'a entendu, avis défavorable. Le camarade dit, telle chose, tel amendement, avis défavorable. Et le ministre dit, même avis. Alors tu dis que c'est avec ça, avec cette sorte de vote bloqué, personne ne doit rien dire, on ne peut pas argumenter, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas apporter les éléments nécessaires à la compréhension de ce qu'on avance. Eh bien, le politique, il veut travailler. Mais dans un système fermé, où le pouvoir se met en position hégémonique et ne veut rien admettre, tu ne peux pas. Donc, à ce moment-là, il faut regarder de quelle manière il faudra voter. Est-ce qu'il faudra voter en se disant, bon, celui-là est mieux par rapport à sa position politique, celui-là est mieux. Non, d'accord? Il faudra peut-être analyser les choses d'une autre manière, parce que beaucoup de gens ont dit, non, nous que faire manœuvre, nous que pas lever, discuter, nous que mettre nous d'accord. Mais non, M. Pépé fait ça, mais M. pas élu avec majorité propre. D'accord? Et à partir de ce moment-là, on se rend compte, là, non, tout le monde est piégé. Est-ce qu'au niveau de la loi, allez-y. Oui, juste une réaction sur la question des entreprises. Alors, une des difficultés qu'on a, et je pense qu'on l'entend souvent, c'est qu'on est dans un système où les différents pays, les différents systèmes juridiques sont en concurrence. Et on vous dira toujours que le risque, c'est qu'on préfère d'autres pays, investir dans d'autres pays qu'en France. Et donc, c'est toujours cette même rengaine qui revient. Et ça explique peut-être parfois l'indulgence qu'il y a vis-à-vis de certaines entreprises. Quand il y a la menace derrière de délocaliser, de partir ailleurs. Oui. Mais justement, est-ce qu'au niveau de la loi, on peut faire quelque chose contre ça? Par exemple, si mon argent, mes impôts ont servi à aider un groupe qui devait couler, on est venu, on a aspergé d'argent, d'euros cette société, et puis finalement... Elle a délocalisé quand même, ou elle a quand même licencié. En général, ils attendent 1 an ou bien 2 ans et demi. Ils licencient quand même, alors qu'ils ont bénéficié d'un gros chèque. Est-ce qu'on peut porter plainte, soit contre l'État, soit contre l'entreprise? Comment ça peut être résolu, cette histoire? Alors, en fait, on peut voir la chose sous de multiples angles. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on est dans un système européen. Rien qu'à l'échelle européenne, il y a une réglementation autour du droit de la concurrence, autour des aides d'État. Donc on peut pas distribuer des aides n'importe comment. Donc l'Union européenne déjà veille à ce que en versant des aides, on n'avantage pas certaines entreprises au détriment des entreprises des autres États membres. Comme ce qui se fait aux États-Unis des fois. Voilà, c'est les règles autour de l'antitrust, c'est ça. Ensuite, je vois que mes camarades ont réagi sur la question de... Moi, je ne vois pas très bien sur quel terrain juridique... On ne peut rien faire, quoi. Voilà. Vous en pensez pas, je ne vois pas... Non, on a toujours la possibilité de demander des comptes à l'État. Conformément à la loi du 17 juillet 1978 sur la communication de documents. Ce sont des documents qui sont communicables. Que des fois, ils ne communiquent pas. Oui, mais on a... alors, à ce moment-là... il suffit de voir le rapport de Bruno Le Maire. Il a enterré un rapport, ça a fait un scandale. Il n'y a même pas 6 mois de ça. Hein. Oui, mais on est d'accord, mais il ne faut pas se décourager. Est-ce que pour autant, on doit baisser les bras pour pouvoir... Parce qu'on ne nous a pas communiqué les documents. Et c'est cette pertinence-là que nous n'avons pas. Nous n'avons pas ce réflexe, justement, d'aller jusqu'au bout des démarches.
Et ce qui fait que les gens se disent, c'est l'État, parce que c'est l'État, donc l'État a le droit de transmettre des documents. Et a le droit de transmettre tout ce qu'il fait. C'est une obligation normalement. D'où ma question de tout à l'heure par rapport aux élus. Est-ce que c'est pas à nous de bien choisir les élus? Par exemple, on voit ce qui s'est passé. Les députés, ils ont été, quand il y a eu la fameuse histoire avec la sécurité sociale, je crois que c'est Monsieur Gage, c'est ça, qui est chez LFI, me semble. Il a été voir le patron pour demander, voilà, le ministre nous a dit ça, où sont les chiffres, quels sont les documents? Et le patron lui a dit, le ministre vous a menti, donc on n'a pas ce document-là. Donc d'ailleurs, on ne sait même pas comment il avait trouvé ces chiffres. Donc, mais c'est un élu. Je veux dire, c'est son rôle aussi de le faire. Pour répondre un peu à votre question, là aussi, nous avons un problème. Je le dis, je le répète, je prends mes responsabilités. Lorsque vous avez des députés et des sénateurs qui ne font pas leur job, et je l'ai dit sur votre antenne, je n'ai pas été beaucoup plus explicite lorsque j'ai parlé justement des 1607 heures dans la loi de transformation du 6 août 2019-828 qui parle de l'annualisation, c'est-à-dire que les fonctionnaires doivent faire les 1607 heures. Lorsque vous regardez les députés et les sénateurs, ils sont venus, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au palais du Luxembourg, ils se sont assis, ils ont même pas, sollicité les organisations syndicales pour leur demander, mais attendez, mais ils ont donné leur point de vue. Mais qu'est-ce que vous en pensez? D'autant plus que nous avons une spécificité, que ce soit la Martinique, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Guyane, c'est que nous avons des jours chômés. On a des jours fériés qui correspondent avec l'Hexagone, mais nous avons des jours chômés. Mais pire, dans cette affaire, c'est qu'on nous impose, à travers cette loi-là, de faire les 1607 heures. Mais lorsque vous regardez, la question, elle est cruciale. Est-ce que nous faisons nos 35 heures? Nous faisons nos 35 heures. Donc, j'ai vu dans certaines communes où, justement, des organisations syndicales ont avalisé, soit dans un comité technique, par exemple, au niveau de Saint-François, les 1607 heures. Et là, je veux dire que nous avons un problème. Déjà, si des organisations syndicales ne s'informent pas, parce que lorsqu'on regarde bien, nous faisons nos 35 heures, ça veut dire qu'ils ont augmenté les heures. C'est-à-dire qu'ils doivent faire, pour pouvoir faire les 1607 heures, ils doivent faire 36 heures, voire plus de 36 heures, ou voire 36 heures 15. Or, comment vous expliquez que vous pouvez faire 36 heures 15, or on est payé sur les 35 heures? Là, c'est le monde fou. Donc, c'est pour vous dire qu'on a un problème. On a un problème dans notre société. C'est que vous avez des gens qui ne maîtrisent pas les textes, vous avez des gens qui ne vont pas faire des recherches, et au-delà de cela, vous avez des élus, que ce soit les législateurs, que ce soit les sénateurs, eh bien, ces personnes-là ne s'intéressent pas à défendre l'intérêt général. Parce que, normalement, ils auraient dû, à l'Assemblée nationale, dire que voilà, que la loi que vous nous proposez n'est pas adaptée pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Dans la mesure que nous avons des jours chômés. Parce que lorsque vous faites le calcul, en ajoutant les jours chômés, on fait les 1607 heures. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que vous allez retirer les jours culturels? Est-ce que vous allez retirer les jours, par exemple, Toussaint ou autre? C'est ça la vraie question. Personne n'a répondu sur ça. Et de l'autre côté, vous voyez que des organisations syndicales avalisent quelque chose qui n'est pas adapté et qui ne sera jamais adapté à la Guadeloupe dans la mesure que nous avons des jours chômés et nous avons des jours fériés. Donc voilà une problématique que je voulais soulever de façon pour que tout le monde puisse comprendre, parce que il est important parce que la majeure partie du temps nous entendons nos députés, nos sénateurs parler pour brasser de l'air pour rien. Et ça, c'est inacceptable. Et je le dis, il serait temps qu'on puisse demander des comptes à ces personnes-là et les sanctionner aussi, parce qu'ils ne font pas leur job et ils ne sont pas là pour pouvoir défendre l'intérêt général. Bon, votre message est passé, ne vous inquiétez pas. Alors, juste avant votre intervention, on a ouvert la ligne et il y a une question. Donc, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous poser votre question? Allez-y. Ou expliquer votre situation. Moi, j'appelle Lucien Guadeloupe, j'appelle du Lamatin. Oui, allez-y. Mon prénom, c'est Passoir. Ben, je n'ai pas suivi tellement le début du débat. Et depuis quelque temps, je suis un peu révolté de la manière que les politiciens guadeloupéens travaillent avec ce système de retraite. Ça ne nous concerne pas du tout. Comment ça ne nous concerne pas? Ça ne nous concerne pas parce que... Allez, nos élus, vous les trouvez silencieux, c'est ça? Comme si on n'était pas concernés. Je vous explique quelque chose. Pour arriver à... Est-ce que le gouvernement veut faire mettre la retraite à 67 ans, 70 ans, c'est ça qu'il veut faire? Mais il a raison parce que pour avoir la retraite, il faut travailler. Mais pour travailler, on ne commence pas par avoir, on ne travaille pas. Il n'y a pas de travail, on ne travaille pas. D'accord. C'est une histoire pour moi qu'il y a autre chose à voir. Et encore, dans ce système-là, il demandait du travail ou bien rémunérer bien comme il faut ceux qui travaillent. Sortir un peu de la misère qu'on est, puis comprendre quelque chose. D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Oui, en fait, il faudrait que déjà les jeunes travaillent plus sur le territoire pour qu'on ait plus de cotisations et pour qu'ils puissent... C'est des nouvelles, c'est des machins, personne... ceux qui travaillent, c'est Macron c'est d'embaucher toute l'armée, les trucs pour la protéger. D'accord. Ben, merci beaucoup de votre intervention. Comment? D'accord, merci beaucoup de votre intervention. Non, mais de toute façon, comme je n'ai pas tout suivi au départ, comme ma fille... vous inquiétez pas, on va vous... je dis mon point de vue, là, mais moi je trouve que le débat de la retraite, les gens parlent de la oui, parce que même les jeunes ne travaillent pas. Oui, j'ai compris le... La retraite à 60 ans. D'accord. Il faut travailler pour avoir la tête. D'accord, merci. C'est vrai, la dame, elle a raison. Enfin, il faut qu'il y ait plus de travail déjà sur le territoire. Alors, de toute manière, à la base, nous sommes dans une société où les gens sont censés travailler pour gagner leur vie. Les gens sont censés travailler pour gagner leur vie. Et bien entendu, par la suite, quand ils ont arrêté de travailler, avoir d'autres personnes qui cotisent toujours pour pouvoir les permettre qu'ils puissent percevoir une pension. Bon, maintenant, quand il dit la retraite ne nous concerne pas, c'est que il voit les choses tellement d'une manière négative, tellement le fait qu'il n'y a pas beaucoup de travail dans le pays, et ça aussi c'est un problème. Et c'est pour ça que j'ai entendu un sénateur, puisque c'était au Sénat que ça se passait, le sénateur dire que dans le système qu'ils sont en train de mettre en place, ils n'ont aucunement pensé au département, à nos territoires. J'ai entendu. Donc, parce que ça vient avec l'esprit de ce que dit le monsieur à côté, que le travail n'est pas là pour pouvoir permettre à tout le monde de travailler là, ici. Et c'est pour cela que beaucoup de gens partent pour pouvoir travailler ailleurs. Sachant que, justement, il me semble que quand il a parlé de ça aussi, il a dit que le gouvernement ne prend pas en compte, par exemple, les 40 dernières années où beaucoup de gens ne travaillaient pas comme aujourd'hui. Ça veut dire que tout n'était pas bien structuré, les gens faisaient des petits jobs, et ça, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément... Enfin, au niveau du gouvernement, ils n'ont pas forcément pris ça en compte. Alors, moi, je voudrais qu'on parle sur le dernier point, mais après, je crois qu'on a une autre personne en ligne, et après, on va parler de cette histoire du passage de 62 à 64, ce que ça change sur notre territoire, et ensuite on va regarder ce qui sont mis en place comme dispositif. Bonsoir. Bonsoir. Je suis de Bastia, je voulais aussi poser une question. Allez-y. Moi, je viens de commencer à écouter cette émission-là, je trouve ça pas mal. Alors, est-ce que vous pouvez... Alors, attendez, coupez la télé et parlez plus près du téléphone, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende mieux. La télé, quand c'est ma tête, Bon, allez-y. Alors, je disais que moi, c'est que je voulais poser une question parce que je vois, il y a trois personnes que je vais voir, là, M. Carbleu, je ne connais pas, qui est un syndicaliste, qui disait qu'on pouvait aller prendre l'argent parce qu'il y en avait partout.
Et il y a un monsieur qui est un peu, celui qui est un peu plus chaud. Bon, c'est vrai que celui qui est bon, qui a la tête de crâne rasé. Oui, monsieur Mario Varro. D'accord. Moi, j'ai trouvé que son discours pas mal, mais je dis que je voudrais demander à ce monsieur qui est en bleu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on demande la retraite? C'est-à-dire que vous avez fait un bon débat. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui change après le vote? C'est le débat. Je dis que, dire aux gens, est-ce que c'est la réforme est utile, pas utile? C'est de la pédagogie, nous expliquer, parce que moi, on a envie de savoir, quand on entend tout le monde dire oui, ça, c'est bon, pas bon, pas bon. Vous êtes mitigé. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a de bon dedans, qu'est-ce qu'il y a pas de bon. On ne parle pas de syndicats, on parle de gens qui travaillent. Parce que même, je vois, j'ai mon fils qui a 21 ans, qui n'a pas travaillé, qui me parle déjà de réforme. Je dis, mais attends, pas commencer à travailler, après tu parles de réforme. On va commencer, même pas avoir commencé à parler de retraite. Alors, j'ai envie de comprendre, est-ce que la retraite par répartition, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, d'expliquer aux gens un peu en clair les choses. Merci. Ben, merci beaucoup pour votre intervention. On va vous répondre justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a parlé des femmes. Donc, on a vu qu'il y a été voté une surcote pour les mères de famille. Donc, ça, c'est une meilleure chose peut-être par rapport à l'ancien dispositif. Les régimes spéciaux, c'est vrai qu'il y avait une inégalité. Donc, c'est quand même une meilleure chose parce que ça permet d'avoir plus d'argent, par exemple, pour les personnes qui sont agriculteurs. Puisque si tout le monde part peut-être au même âge, alors allez-y, expliquez-nous. Allez-y. Le fait qu'ils éliminent les régimes spéciaux, ils vont l'éliminer, mais ce ne sera pas pour forcément tous ceux qui sont là actuellement. C'est pas pour réguler. Pour ceux qui vont venir, parce qu'il y a ce qu'ils appellent la clause du grand-père. Donc il y a un décalage. Ceux qui vont venir dans ce métier-là, à l'avenir, ne vont pas pouvoir bénéficier. Spéciaux. Jusqu'au moment où le truc va tomber en extinction. Mais ma question, c'est est-ce que le fait qu'ils ne vont pas... Mais par contre oui, je me rappelle ce que tu voulais dire. Non, ça ne compense pas comme ça. Parce qu'il y a des endroits où il y a des caisses qui sont pour telle partie. Donc, le fait de dire, bon, je supprime le régime spécial là, ça ne veut pas dire que l'argent partira, ce qui était en plus, il y a là-bas. D'accord. Ça ne veut pas dire ça. Souvent, c'est cloisonné. D'accord. Mais ils veulent essayer de faire en sorte que... Parce qu'il y a des endroits, il y a des caisses, il y a d'autres endroits, il n'y a pas de caisse. Oui, comme pour les avocats, par exemple, vous avez une caisse. D'accord. Donc, et quelles sont les bonnes choses, justement? Moi, je veux quand même réagir à ce qu'a dit le monsieur, puisqu'il s'en est un petit peu pris à la jeunesse en expliquant que, bon, il est étrange que les jeunes s'intéressent à la question des retraites. Alors d'abord, quand il s'agit de cotiser, c'est pas dérangeant qu'ils soient jeunes ou pas. Je pense que les jeunes cotisent. Absolument. Moi, ça me semble légitime qu'ils se demandent comment ça va se passer pour eux dans un certain temps. Et pour parler des avocats que je connais bien, l'âge moyen d'entrée dans la profession en 2020, c'était 30,4 ans. Vous imaginez. Donc, quand on parle d'allongement de la durée, on se projette à plus de 70 ans. Oui. Donc, comprenez. Et d'ailleurs, si ça s'aggrave encore, moi, je comprends que les jeunes s'en inquiètent. Oui. Surtout ceux qui font des longues études. Surtout ceux qui font des longues études. Ça ne veut pas dire qu'ils se réveillent le matin, qu'ils se couchent le soir en pensant à la retraite. Mais c'est quand même un sujet qui les préoccupe. Et c'est légitime. Moi, dans mon syndicat, je m'occupe de retraite. Et à tous les membres des adhérents de mon syndicat, je leur dis, il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à la retraite. Quand il y a une fois, quelqu'un arrive, on lui dit, tu commences à peine, tu es déjà à la réunion de retraite. Je dis, non. La personne a le droit de venir s'informer, savoir comment ça va se passer. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'il y a des bonnes choses dans la réforme, est-ce que la réforme est bonne? Voilà, parce qu'il a entendu tellement de choses différentes. Donc lui, il veut savoir quelles sont les bonnes choses et qu'est-ce qui change par rapport à la retraite Alors, le principe de base de cette retraite-là, et ce qui crée le problème de cette retraite-là, les deux piliers, c'est le report de l'âge de 62 à 64 et l'accélération du système Touraine qui amène à faire les 43 ans, d'accord, avant 2030. D'accord? Bon. Maintenant, c'est pour ça que nous disons que c'est pas bon. Parce qu'ils disent que il manque de l'argent pour pouvoir... Il y a des déficits. Mais avec tout ce qu'on disait, il y a la possibilité que les seniors puissent continuer à travailler si le gouvernement s'organise par rapport au monde du travail, comme disait le monsieur qui est intervenu. Il faut déjà créer le travail. Bon. Et ne pas systématiquement mettre les gens qui sont à l'orée de la retraite à la porte.
de manière à ce qu'ils puissent continuer à cotiser. Si ceux qui sont encore en études ne sont pas encore prêts, mais au moins la cotisation continue à rentrer. Alors qu'on voit que ce n'est pas ce qui se passe, on s'arrange pour les faire partir. D'accord? Maintenant, l'argent qu'on dit qu'il manque, le Conseil d'orientation des retraites dit que l'argent n'est pas encore un problème. D'accord? Donc, on a le temps de s'organiser par rapport à cet argent. Et que le trou va se résorber parce que les choses vont se mettre en place d'une manière. Oui, au fur et à mesure. Et donc, par conséquent, ce n'est pas urgent de faire une réforme brutale, injuste. Parce que même si on dit tout ce qu'on veut, on veut qu'elle soit juste. Je vois que tout le monde dit... Ouais. Elle est injuste et brutale. Je rappelle que c'était déjà les arguments de Marine Le Pen avant l'élection présidentielle, quand Emmanuel Macron en a parlé. Donc à l'époque, tout le monde la diabolisait. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, tous les syndicats reprennent exactement ces propos. Donc après, peut-être les gens, peut-être dans les manifestations, commencent à se dire peut-être qu'ils ont mal voté. Par contre, alors avant qu'on rende l'antenne, parce que c'est vrai que ça passe trop vite le temps. Juste pour avoir... un peu une analyse beaucoup plus poussée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système de retraite est déséquilibré. D'accord? Quel que soit le gouvernement qui est en place, il faut qu'il fasse quelque chose. Et à un moment donné, il faut qu'on se respecte et anticiper, et tout gouvernement doit anticiper les problèmes et faire en sorte que le système soit équilibré. Donc c'est pour cela qu'ils ont fait cette réforme, de façon pour ne pas se retrouver dans une situation difficile. Ou dans 10 ans, ils ne peuvent pas payer les retraites, par exemple. Alors, pour revenir sur la question que le rapidement, parce qu'on va rendre l'antenne et je voudrais qu'on parle la retraite par répartition. Donc, il a soulevé ce problème. C'est un système de financement des caisses de retraite qui consiste à alimenter par les cotisations basées sur les revenus professionnels. Ça veut dire que lui, par exemple, qui travaille aujourd'hui, paye la retraite de quelqu'un d'autre qui est actuellement à la retraite. Tout à fait. Et des travailleurs en activité. Donc, ce qui dit que c'est l'assurance vieillesse, donc lequel serve au paiement des pensions des retraités. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution démographique du pays met à mal ce système. Oui, parce que ça a commencé quand il y avait le baby-boom. Donc, voilà. Tout à fait. Il sera de plus en plus difficile de partir à la retraite avec des revenus décents. D'accord. Merci en tout cas pour cette réponse. Alors moi je voudrais, alors c'est vrai que c'est un peu rapide, ça passe trop vite à chaque fois, on arrive déjà en bout, qu'on parle du fameux, parce que là le cadre législatif qui a été utilisé c'est le 47.1. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Alors l'article 47.1 en fait c'est un article de la Constitution qui permet de réduire les délais dans lesquels le projet de loi va être examiné. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le Parlement a un délai de... Si dans un délai de 20 jours, l'Assemblée nationale n'a pas fini d'examiner le texte, le gouvernement peut demander à ce que le Sénat, lui, se prononce dans un délai de 15 jours. Donc ça permet de limiter la durée... les débats parlementaires. Exactement. Alors ça, les détracteurs vont dire que c'est un outil de contrôle des parlementaires. Ah bah justement, parce que dans la Constitution. Là aujourd'hui, il y a eu un nouveau tollé, puisque le gouvernement a décidé d'accélérer, de mettre un coup de pression au Sénat, non? Puisqu'ils ont décidé de faire un vote bloqué. Alors qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle le vote bloqué, en fait, c'est une manière, alors cette fois-ci, de limiter les débats sur les différents amendements. Donc au lieu que l'on examine, y compris les amendements de l'opposition. Donc chaque article et tout ça pour voter dessus. Et là, chaque député de l'opposition ou le sénateur de l'opposition va dire voilà ce que j'aimerais modifier, etc. Débattons. Au lieu de faire cela, le gouvernement va s'arranger pour que le vote porte seulement sur les amendements qu'ils ont eux-mêmes proposés. Donc c'est plus simple comme ça. Ou accepter. Donc ils feront en fait on fait un tri des amendements et donc en pratique très souvent on écarte les amendements de l'opposition. D'accord, parce que là le Sénat commence déjà à dire que à l'opposition que c'est à cause d'eux s'il y a un vote bloqué. Hein. Oui, c'est facile. C'est facile. De toute façon, le plus dur est passé là. L'article 7 est voté. De toute manière, les parlementaires, ils sont dans leur rôle. Oui. D'accord, ils sont dans leur rôle. Ceux qui sont dans l'opposition. Oui, bien sûr, bien sûr. Et les LR se sont mis à la solde
des gens de Renaissance. Ils font partie du gouvernement, quoi. Ils sont entrés là, ils sont partis du gouvernement. Macron même. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont libres, autonomes. Non, ils se sont mis dans une situation où on doit normalement les considérer comme faisant partie du parti présidentiel. Non, mais parce que quand on voit un truc qui n'est pas. C'est pas une sorte de négociation, c'est une sorte de truc où on voit comme c'est des acolytes qui se mettent ensemble pour faire un petit truc, faire une baisse basse et faire. Hein? Là, c'est pas sérieux. Non, juste pour dire que c'est amusant et c'est rigolo parce que quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, ils ont utilisé que ce soit le 49.3, que ce soit le 47.4. Et donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. La gauche l'a beaucoup utilisé aussi, la droite l'utilise. Cette démagogie. Non, le 47.1 là. Oui, là, c'est la première fois. C'est la première fois qu'ils mettent ça en place. Oui. Et en plus, ils mettent ça dans une... Le président a déjà prévenu que si le Sénat ne vote pas, ça passera par 49.3. Hein. Oui, mais ils ont fait un simulacre pour ne pas faire le 49.3 d'un seul coup. Oh. C'est ça, c'est tout simplement ça. Parce que même quand les syndicats unis, pour la première fois, demandent à être reçus, ils ne reçoivent pas, ils n'écoutent pas, ils ne négocient pas. Or, les syndicats sont les forces vives. Ce sont eux qui représentent les travailleurs. Et si tout le monde s'arrête de travailler pour manifester, il y aura... Ce que je voudrais dire aussi, pour que les gens puissent bien comprendre, hein, c'est pas pour rien que le président fait ça. Hein. Parce que lorsque vous regardez, la majeure partie des secrétaires généraux des syndicats au niveau national, d'accord, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont brigué un mandat de secrétaire général, eh bien, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, qu'ils sont dans un poste au niveau du gouvernement et ils touchent leurs 10 000 euros par mois et tranquillement. Donc, il y a des gens qui ont été bien ciblés dans cela. Vous avez François Chirac, Maï, tout ça. Donc, on bénéficie. Donc, c'est pour vous dire que c'est le monde à l'envers. Donc, simplement pour dire que non, à un moment donné, qu'il faut arrêter de raconter des boules. Alors, je laisse. Alors, c'est-à-dire que, attends, juste avant, parce que moi, je n'aime pas comme Mario dise à raconter des conneries. Parce que moi, je prends ça pour moi. Non, parce que moi, je dis quelque chose qui ressemble à ça. Allez-y, répondez. Non, par le fait que on ne va jamais empêcher aux hommes. On va jamais empêcher aux hommes d'avoir des ambitions. Et ça, il faut y penser. Et la majorité des syndicalistes, je prends la base sur moi-même, à partir de moi-même, la majorité des syndicalistes, on ne demande rien, on se bat pour les autres. Merci. Bon, messieurs, vous savez quoi? Je vais vous faire revenir tous les deux, si vous êtes d'accord. Parce que je crois que la dernière date butoir, c'est le 26 mars. Yes. Donc, si vous êtes d'accord, la semaine d'après, je vous ferai revenir tous les deux pour avoir la fin de cette histoire de retraite. Je vous laisse le mot de la fin rapidement. Le mot de la fin, pour moi, c'est dommage qu'on ne laisse pas la place au débat. Moi, je pense que c'est mon principal regret. Bon ben voilà, merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous serons avec des jeunes qui ont beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place en Guadeloupe, bien évidemment, et de toute façon, il faut bien commencer pour qu'ils puissent toucher leur retraite un jour. Absolument. Merci à tous, bonne soirée, bon week-end et bonne semaine. Merci, on pile. Merci. Ouais. Ok. Ouais.